Bonsoir et bienvenue dans le club. Ravi de vous retrouver une fois encore pour cette dernière édition ramadanesque du club, en tout cas cette année. Pour m'accompagner ce soir, Amin Rahmouni. Bonsoir Amin. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Reda Alali, bonsoir Reda. Bonsoir. Alors c'est la dernière édition du club du mois de Ramadan. Qu'est-ce que cela vous évoque, Reda? Le mois de Ramadan. Oui, le club au mois de Ramadan, pendant le Ramadan. Des ftors glorieux. Les ftors glorieux, c'est un concept, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'achètent à la place du ftor, qui t'achètent au mois de ftor, mais qui t'achètent mal ftor. Et il y a un ftor, c'est quelque chose d'assez compliqué pour... Exactement. Voilà, je pense que si on a réussi à garder un petit peu notre dignité, il faut nous remercier et nous glorifier pour notre mesure. Voilà. Quelle mesure et notre self-control. Et pouvoir faire des analyses et parler football après et rentrer dans nos chemises. Exactement, avec et rentrer les chemises après des ftors aussi copieux. Amin. Je pense quand même qu'analyse est un bien grand mot. Voilà. Pour commencer. Et ensuite, je peux te faire une petite suggestion, c'est que tu peux tout aussi bien nous inviter à dîner après chaque émission et perpétuer... Mais là, c'était avant. Oh, mais c'est pas grave, là, on fera après, perpétuer cette superbe tradition qui a fait de nous des gens repus. Ouais. Ok. Très intelligent. Et fatigué. Fatigué aussi. Et voilà, c'est une invitation qui est ouverte. En tout cas, je vais commencer cette édition du club par une sanction, un carton jaune. Déjà. Pour Reda Alali. C'est pas pour l'émission d'aujourd'hui, mais pour l'émission de la semaine dernière, comme je les avais oubliés à Tanger, donc je garde. Non, mais si tu t'amuses à faire de la rétroactivité où je mets à call sheet, tu devrais avoir 4 cartons rouges pour l'ensemble de ton œuvre. Donc évite. Oh, je sais pas. Mais je vous ai nourri pendant tout le mois sacré. Alors. Nous sommes des ingrats. Nous sommes des ingrats. Vous êtes des ingrats. Bon, le sommaire du club, c'est parti. Un an du mondial, c'est l'heure de la répétition générale avec la Coupe des Confédérations. La Russie veut montrer qu'elle est prête, mais aussi savoir ce qui peut être encore amélioré. Les enjeux sportifs du tournoi n'ont toutefois rien à voir avec ceux de la Coupe du Monde. Utilisée lors de cette Coupe des Confédérations à titre expérimental, la vidéo pourrait donc être la grande gagnante de ce séjour en Russie. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, s'est dit extrêmement heureux. L'International Board, organe garant des lois du jeu, a autorisé en mars 2016 l'arbitrage vidéo à titre expérimental et doit se prononcer sur son adoption définitive l'année prochaine. Partira pas. La bouderie de Cristiano Ronaldo qui menacerait de quitter l'Espagne en représailles aux accusations d'évasion fiscale pourrait coûter cher au Real Madrid. Sportivement, en cas de départ et financièrement si CR7 entend simplement faire monter les enchères pour assurer ses arrières. Alors, on commence cette édition par la Coupe des Confédérations, à un an bien sûr du mondial en Russie. Une compétition que les différentes sélections qui y participent n'abordent pas de la même manière ni avec le même intérêt. Oui, on avait l'équipe du Portugal par exemple, qui est donc championne d'Europe en titre, qui a ramené tous ses joueurs, sauf Eder. Eder, celui le joueur de Lille qui leur offre le titre, donc qu'ils ont laissé sur le carreau pour André Silva, donc l'attaquant du Milan il me semble. Et tu as des équipes effectivement, l'Allemagne champion du monde qui est arrivée avec une équipe B, voire une équipe C, où seuls 2-3 champions du monde sont présents, il me semble, avec Draxler comme avant-centre. Après, pour le Cameroun, on retrouve un peu d'équipe type. Alors effectivement, ça donne un intérêt tout particulier à la chose, tout relatif, je veux dire. Mais pour ma part, j'ai vu 2 ou 3 bons matchs, notamment celui du Portugal où ils finissent à 2-2, avec une très belle équipe mexicaine, il me semble. Match d'ouverture de la Russie contre la Nouvelle-Zélande, le Cameroun qui s'est bien battu. Mais voilà, donc comme tu dis, effectivement, c'est un intérêt tout relatif. Mais maintenant, moi, je remets un petit peu en cause cette compétition que je trouve un peu bizarre. C'est pas véritablement une... C'est un peu la coupe du monde des clubs. Non, je sais pas ce que c'est. Honnêtement, j'ai essayé d'y réfléchir, mais j'arrive pas à trouver un positionnement. Voilà. Mais j'arrive pas à trouver un positionnement particulier à cette compétition. Je rappelle juste à nos téléspectateurs que la coupe des Confédérations, ça regroupe le champion d'Europe, le champion d'Asie, le champion d'Afrique, le champion de la CONCACAF, le champion d'Amérique latine, le champion de l'Océanie et le champion du monde. Et le pays l'Allemagne, et bien entendu le Raja local. La Russie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une compétition étrange.
Étrangement, ça c'est un tacle plutôt pour toi. Non, mais non. Des gens juste invités qui n'ont pas y être, pour moi, c'est un petit tacle d'avantage pour le camp. Je reconnais les tacles, c'en était un pour toi. C'est une compétition, pour revenir au Maroc, c'est assez étonnant. Elle a été proposée au Maroc à titre de lot de consolation pour une des Coupes du Monde dont on savait qu'on ne l'aurait pas. Et la FIFA nous avait proposé un tournoi un peu prestigieux, avec une vraie affiche, un vrai plateau, pour compenser cette Coupe du Monde si on retirait notre candidature. Je crois que c'était celle de 98, ce qui n'a pas été fait, mais c'est vraiment une anecdote. Peut-être qu'elle est intéressante. Il y a une notion un peu de répétition générale. Oui. Il y a une chose qu'il faut dire aujourd'hui pour compléter ce qu'a dit Amine, c'est qu'il faut rendre hommage aux équipes sud-américaines, qui sont pour moi aujourd'hui, y compris d'Amérique centrale, en l'occurrence le Mexique, qui sont des équipes qui, par leur grinta, leur engagement systématique, dès qu'ils portent les couleurs de l'équipe nationale, ne se posent aucune question sur l'intérêt de la compétition. Et pour moi, je vais vous dire quelque chose. Et d'ailleurs, Reda, c'est le même état d'esprit pour la Coupe du Monde des clubs. Hein. Toujours la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde. Et ce sont ces équipes-là, bizarrement, je vous le garantis, qui rehaussent l'intérêt des compétitions nationales, qui sont aujourd'hui très largement supplantées par leur pendant au niveau des clubs, en particulier la Ligue des Champions qui écrase tout. Et bien aujourd'hui, si les nations résistent, c'est parce qu'il y a des nations comme celle d'Amérique du Sud qui sont complètement investies là-dedans. Et quand on regarde le Chili jouer ou le Mexique jouer, et ben voilà, c'est elles qui donnent le ton et c'est elles qui aujourd'hui portent sur leurs épaules le football des nations. Voilà. Et par rapport à l'intérêt, je suis d'accord avec vous, il est très incertain. Ouais. Mais est-ce que ce n'est pas des compétitions aujourd'hui qui offrent une vitrine supplémentaire pour ces équipes-là? Parce que je vois le Cameroun, par exemple, aussi, il s'est présenté avec toutes ces stars. Boubacar était là, enfin, le capitaine était là, Mokanjo était là. Mais il joue. On est loin de ces équipes d'un Cameroun d'il y a 10 ans qui arrivaient avec des contrats éventuellement à aller chercher. C'est des joueurs fatigués qui ont fini une saison depuis 15 jours ou 3 semaines. Tout comme les Sud-Africains, mais ils jouent véritablement. Les Sud-Américains, je veux dire. On n'est pas dans le même investissement. On n'est pas dans la même grinta. On n'est pas même dans les mêmes conditions techniques. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui. Voilà, effectivement, techniquement, il y avait un monde aujourd'hui sur le match du Cameroun. Voilà, regardez Vidal. Effectivement. Vidal a fini sa saison et il est champion depuis, je sais pas, 2 ou 3 semaines avec son club du Bayern. Il est sorti de 3 mois, tu veux dire. De 3 mois. Il est sorti de la Ligue des Champions. On s'en rappelle tous sur ce carton rouge. Et là, il est comme un fou. Parce que ces équipes-là, elles portent quelque chose. Elles le portent dans toutes les compétitions. Voilà. Autrement, si tu enlèves ça, moi je comprends très bien l'Allemagne. Hein. C'est pas sous-estimer la compétition ou la malmener ou la mépriser que d'offrir à une génération montante une expérience. Ils le prennent comme ça. Hein. Ils le prennent pas. D'ailleurs, Joachim Löw parle d'un cadeau du ciel dans cette compétition de. Mais dans ce cas-là, par rapport à ce que dit Reda, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la même réflexion pour le Portugal, qui est quand même champion d'Europe, qui lui est arrivé avec ses Ronaldo malgré cette turpitude, qui arrive avec toutes ses stars. Qu'est-ce qu'il a comme palmarès le Portugal? Il a comme le Portugal, Ronaldo. Oui, effectivement, c'est pas tort. D'ailleurs, Ronaldo le déclare. Aujourd'hui, cette Coupe de Confédération est un trophée important pour eux. Parce que Ronaldo est lancé dans une poursuite à tous les. Ronaldo, il compte même la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe, les machins, etc. Le nombre de buts du talon, le but en deuxième mi-temps du pied gauche. Enfin bref, il est. Laissez Ronaldo tranquille, on va en parler dans la saison. C'est bien, moi je respecte cette ambition. C'est lui qui tire cette équipe-là. C'est lui qui tire cette équipe-là. Je veux dire autrement, il aurait décliné comme peut-être une autre star aurait décliné si elle avait été d'une équipe peut-être plus huppée ou plus abreuvée de titres. Qu'on n'en aurait pas énormément voulu. La réalité aussi, c'est que nous, on a beau critiquer ça, on est demandeurs. Aujourd'hui, l'exigence qu'on peut avoir, nous, le public, c'est qu'on est complètement sevré. Là, on est bloqué, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas de Copa América, il n'y a pas de Cannes. Ça n'a jamais en août, en juin. Et on est coincé, on regarde. On regarde parce qu'aujourd'hui, l'exigence de foot est telle que il y a un énorme problème, c'est que l'été, il y a du temps libre et il n'y a pas de match. Il y a bien plus que ça. On regarde parce que les matchs passent à 15h et à 18h. Et en période de Ramadan, c'est une bénédiction. Bien sûr. En tout cas, donc une Coupe des Confédérations qui sert aussi, et je pense que c'est aussi l'un des intérêts pour cette compétition. Vas-y pour ta question. Qui a gagné la dernière? Vous allez devoir réfléchir. Voilà l'intérêt de la compétition, j'ai fini. Ouais. Voilà. Donc l'intérêt aussi, Reda. Qui a gagné la dernière? L'intérêt de cette compétition, et les questions, c'est moi qui dépose ici. Voilà, exactement. Donc l'intérêt, c'est pour le pays organisateur. Plus on approche de la fin, plus on prend nos aises, cher monsieur. Répétition générale, y compris au niveau de la vidéo, on va en parler. Voilà. Ça fait partie de ça. Mais répétition générale par rapport aussi au flux, à l'organisation. Mais ce n'est pas en train d'être une grande réussite pour l'instant, ne serait-ce que réussite populaire. Parce que là, c'est l'une des questions très très importante pour la Coupe du Monde 2018, c'est l'intérêt populaire. Il y a 700 000 billets qui ont été mis en vente.
ils en ont vendu que 200 000. Mais l'intérêt populaire aujourd'hui sur une compétition pareille, il va être certain pour l'équipe qui reçoit, la Russie. Donc on a vu sur le match ouverture, le terrain était plein. Mais par la suite, tu ne veux pas demander non plus à des supporters camerounais ou des supporters allemands ou des supporters portugais de venir pour une mini-compétition de 2, 3, 4 matchs. Merci, au revoir. Non, mais l'intérêt populaire local déjà. Mais il n'existe pas. Oui, non, mais excusez-moi les amis, hein, si un pays comme la Russie organise la Coupe du Monde, c'est que pour qu'il y ait des Russes dans les stades. Hein, et aujourd'hui, croyez-moi, s'il n'y a pas 80% de Russes qui sont dans les stades, c'est pas une destination, c'est le premier pays un ancien pays du bloc de l'Est qui organise une Coupe du Monde, hein, depuis le début de la Coupe du Monde. C'est une grande première. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus facile d'aller au Brésil, c'est plus facile d'aller en France, d'aller en Allemagne pour une Coupe du Monde qu'en Russie. Mais pas seulement, pour les question de prix, bien sûr, tu as raison. Et les prix aussi. Mais bien sûr, il y a également une question de prix. Il faut aujourd'hui faire le deuil du romantisme dans lequel on a grandi et oublier le foot comme une fête populaire, accessible et un peu bon enfant. Voilà, si les prix sont chers, le Russe lui demandait de sortir, je ne sais pas combien sont les billets, mais ils sont de plus en plus chers. Il n'y aura pas de diaspora énorme qui va aller voir un Cameroun-Colombie. Il n'y aura pas non plus énormément de monde pour Cameroun-Chili. Il n'y aura pas non plus énormément de monde pour se déplacer des pays émetteurs, quoi qu'il y a quand même beaucoup de Chiliens qui sont partis. Et à partir du moment où les billets sont chers, il n'y aura pas non plus beaucoup de Russes. Mais on est dans un autre modèle. Et aujourd'hui, on l'accepte tous plus ou moins consciemment. On a entériné ce modèle de billets chers, de paquets extrêmement onéreux. Mais les billets chers, ils sont chers pour tout le monde. Les billets chers aujourd'hui, pour un Camerounais qui veut aller voir sa Coupe du Monde en Russie, la MG, si le Cameroun y est, seront aussi chers que pour le Russe qui a pris son billet pour aller en Afrique du Sud. Mais il ne pourra pas faire 2 ans de suite. C'est pareil. Non, voilà. Il ne fera pas 2 ans de suite. Il le fera qu'une fois. Donc aujourd'hui, c'est ce que je dis. On ne peut pas juger de l'intérêt du public à l'aune de cette compétition en particulier. On le verra à la MG en Coupe du Monde. Moi, là où je ne suis pas tellement d'accord avec toi, il y a un problème d'engouement, mais il y a également un gros enjeu sur cette édition en particulier de sécurité. Voilà. Ouais. Et les gens qui sont là-bas, moi je les écoute un petit peu dans les chaînes qui ont des envoyés spéciaux, ils parlent évidemment d'une énorme contention au niveau du public, de fouilles, etc. On est dans une période un petit peu bizarre, et je pense que c'est un grand enjeu également au niveau de la sécurité. Si ça se passe bien, ce qu'on espère tous, ça sera déjà un pari de gagner. Le deuxième pourrait être gagné l'année prochaine, mais je pense qu'ils sont vraiment dans ce souci-là, en numéro 1 à mon avis. Hein. En tout cas, utiliser à titre expérimental lors de cette Coupe des Confédérations le fameux VAR, ou pour parler français, la vidéo, l'arbitrage vidéo, qui pourrait être la grande gagnante, hein, cette vidéo, de cette Coupe des Confédérations en Russie. En tout cas, le président de la FIFA, M. Gianni Infantino, se dit très, très satisfait et extrêmement heureux. Il dit qu'il est même extrêmement heureux. L'International Board, l'organe qui est le garant, hein, des lois du jeu, a lui autorisé en mars 2016 l'utilisation et l'arbitrage vidéo à titre expérimental. Et on doit attendre mars 2018, c'est-à-dire 3 mois à peine avant la Coupe du Monde pour avoir une décision finale. On regarde ce sujet, on en débat juste après. Utilisée en Coupe des Confédérations à titre expérimental, la vidéo pourrait donc être la grande gagnante de ce séjour en Russie. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est dit extrêmement heureux de l'apport de l'assistance vidéo à l'arbitrage jusqu'à présent. Les tests durant cette Coupe des Confédérations nous aident aussi à améliorer la procédure et à affiner la communication. Ce que les fans attendaient depuis tant d'années arrive enfin. C'est un tournoi qui fera date. L'assistance vidéo à l'arbitrage est l'avenir du football moderne, a expliqué le patron de la FIFA. L'International Board, organe garant des lois du jeu, a autorisé en mars 2016 l'arbitrage vidéo à titre expérimental et doit se prononcer sur son adoption définitive en mars 2018. Il ne peut porter que sur 4 cas, après un but marqué, sur une situation de penalty, pour un carton rouge direct et pour corriger une erreur d'identité d'un joueur sanctionné. En avril, Gianni Infantino a assuré que cette technologie serait utilisée lors du Mondial 2018, car nous n'avons que des retours très positifs. La Coupe des Confédérations 2017 est le premier tournoi international de sélection à où elle s'applique. Dans l'ensemble, les protagonistes du foot saluent l'arrivée d'un outil permettant de corriger des erreurs et d'œuvrer ainsi pour plus de justice, tout en s'interrogeant sur l'aspect émotionnel, car la validation d'un but intervient parfois plusieurs dizaines de secondes après l'action en question.
Comme on l'a vu dans le sujet, les avis sont un petit peu partagés. Bien sûr que le satisfecit, comme on dit, le satisfecit de la FIFA, ils sont très 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 contents. Certains, en tout cas les déclarations qu'on a par les acteurs quand même, les joueurs, là on est moins enthousiaste par rapport à ça. Il y a une énorme hypocrisie. Quand on nous dit que c'est une phase de test, c'est une phase pour habituer les gens à une décision qui a déjà été prise. Quand au bout de 4 matchs, M. Infantino nous dit qu'il est très content, on peut attendre jusqu'en mai 2018 pour faire croire à une espèce de semblant de concertation ou de démocratie. La réalité est que le choix, il est entériné, qu'il faut vous y habituer. Moi, je ne suis pas fan. On peut développer pourquoi, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais globalement, je ne suis pas fan de la façon dont ça se passe. J'espère que ça va être mieux. Je ne suis pas convaincu que ça règle beaucoup de problèmes, mais en tout cas, je suis convaincu d'une chose, qui est que c'est cette espèce de solution de facilité qui consiste à réclamer la vidéo systématiquement, à avoir des grosses phases d'arrêt de jeu, on ne sait pas très bien ce qui se passe, où les gens ne comprennent pas très bien, n'ont même pas les images, et je peux vous garantir, ça fait 30 ans que je regarde du foot, ça fait 30 ans qu'on regarde des ralentis, ça fait 30 ans que je ne suis pas d'accord avec les gens autour de moi, et qui ne sont pas d'accord avec moi, et j'ai envie de le dire en arabe, excusez-moi, dit al-halawa del-kora. Si on l'enlève, je pense qu'on fait semblant de croire qu'on enlève un doute par une caméra dont on pense qu'elle capte la réalité mieux que ceux qui sont sur le terrain, et ça, je suis désolé, j'en suis pas convaincu, mais malgré ça, j'accepte et j'espère que ça va s'améliorer parce que ce qu'on voit actuellement, ça casse quand même toutes les émotions. Ouais. Imaginez le but de Schmmer et tout le monde se lever et attendre la vidéo, comme ça prend 3 minutes. Ça prend pas 3 minutes. Hein. Ça prend pas 3 minutes. 1 minute 15 hier. 1 minute 15 le côté émotionnel, effectivement. Non, mais ce n'est que ça. Non, voilà. Tu es pour moi tombé sur le bon mot. Le terme idoine. Ouais. Déjà, pour commencer, j'attends l'avis de Maradona, moi, sur la question. Parce qu'effectivement, non, mais sérieusement, que la FIFA qui dit c'est super et tout le monde autour, les acteurs de la FIFA qui disent c'est super, je peux comprendre. Mais c'est ce que dit Reda. S'il y avait l'arbitrage vidéo en 86, on n'aurait pas vu le meilleur but de l'histoire du football. Le meilleur match de l'histoire du football. Non, et le meilleur but, il aurait pris un carton rouge, notre ami Diego. Des avis de la FIFA. C'est facile quand Infantino dit c'est bien. Derrière, tous ceux qui ont un intérêt vont dire c'est bien. Je veux Maradona parce que Maradona ne dira jamais que c'est bien, d'une part. La deuxième chose, le foot pour moi, et ce n'est que pour moi, n'est qu'une question d'émotion. Mais vraiment que ça, que d'émotion. Alors quand je vois que depuis cette Coupe de la Confédération, je crois qu'il y a plus eu de buts refusés après vidéo que de buts accordés en temps normal. C'est une hérésie. C'est-à-dire que tous les buts qui normalement auraient dû être accordés ne l'ont pas été. Mais on l'a vu après, sur le but du Chili, par exemple. Sur le but du Chili. On parle d'un cas très précis. Il a été refusé. Il est sur la même ligne. Il aurait pu être accordé. Il n'y a rien de flagrant. Pour moi, la vidéo devrait être, à la limite, je peux l'accepter pour corriger des erreurs flagrantes. Mais à votre avis, mais quel intérêt à la FIFA? La goal line technologie, pour moi, est une excellente chose. Bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas de la vidéo. C'est l'électronique. C'est une électronique, effectivement. Là, ballon rentré, pas rentré. Après, sur la phase de jeu, je suis désolé. Moi, ce sport-là me donne de l'émotion depuis qu'il existe. Donc, quand quelqu'un marque un but et que c'est cette montée, cette flambée de bonheur et d'émotion que par la suite on vient couper 45 secondes après, pour moi, ça tue tout l'enjeu et tout le bonheur de ce jeu. La fluidité du jeu, c'est pas un jeu haché comme le foot américain, par exemple. Le football américain, qui sont des phases qui se répètent. C'est-à-dire qu'une touche mal attribuée 3 minutes avant a le même nombre de conséquences. Exact. Ce sont des films qu'on raconte. Et il n'y a pas de raison de juger plus durement un hors-jeu qui a donné un but qu'un carton jaune qui a donné un carton rouge qui n'aurait pas dû, etc. Ce que je veux dire par là, en résumé, c'est qu'on est en train de fabriquer une espèce de choc culturel. On voit Vidal grogner contre l'arbitre. On voit ce moment-là très touchant où un footballeur du passé, avec toute sa culture d'influencer l'arbitre, de manipulation un peu mentale, qui fait partie de l'histoire du jeu, se heurter à une espèce de machine dont on lui fait croire qu'elle est c'est pas une machine, Reda. Alors qu'elle n'est pas infaillible. Ce n'est pas une machine. Contrairement à la goal line technologie, c'est pas une machine, c'est des hommes. Contrairement c'est des hommes qui prennent la décision. Rappelez-vous, les amis, ceux qui ont l'âge de le faire. Ben oui. En fait, c'est ce qu'on appelle de l'interprétation. Exactement. Et je vous rappelle juste que l'arbitrage vidéo a été utilisé pour la première fois en finale de la Coupe du Monde 2006 sur l'expulsion de Zinedine Zidane, que l'arbitre n'a pas vu et que le 4e assistant a vu sur le retour de. Tu vois, pour ça, à la rigueur, sur des grosses phases d'anti-jeu, que l'arbitre ne peut pas voir parce qu'effectivement, il n'a pas 4 yeux sur une tête, je veux bien. Et c'est pour ça que, une des façons intelligentes de le faire. Reda, ce qu'il dit Amine est très intéressant, déjà par rapport à ce qu'il a dit la semaine dernière, que le foot ça se joue à 11, c'est entre deux équipes. À deux équipes de 11, et maintenant un arbitre n'a pas 4 yeux. Je ne dis pas 2 équipes de 11. Il est brillant. Il est brillant, notre consultant. Parce que tu nous fais bouffer pendant 1h30, je peux bien imaginer que c'est très dur par la suite. Non, alors, regarde, il y avait une façon de le faire qui était plus souple, plus légère. C'était d'avoir un arbitre qui regarde le match
avec les ralentis et qui intervient, lui, de son propre chef. C'est-à-dire qu'on n'interrompt pas l'arbitre, on n'interrompt pas le match, sauf si lui repère quelque chose. Parce que, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Tous les arbitres se protègent. Même le but de 40 mètres, pleine lucarne, on va leur demander la vidéo parce qu'il n'a pas envie de prendre de risques. C'est exactement ce qui se passe. Nous, on est Marocains, vous vous rappelez de 98. Vous vous rappelez de ce pénalty abominable de Thor-André Flo contre le Brésil, où pendant 15 jours, on a hurlé à l'injustice avant de se rendre compte qu'il y avait une énième vidéo. Et je ne vous parle pas de 1920, c'est 98. Une caméra d'une équipe de reportage qui avait chopé le tirage de maillot. La caméra ne voit pas tout. Arrêtons de croire. Et l'angle aussi. Bien sûr. Et au nom de quoi, s'il vous plaît, on supprimerait cette injustice lors d'un Brésil-Uruguay en Copa América sans la supprimer lors d'un Differ SFI qui n'est pas pour moi plus important, ni moins important, mais qu'on va fabriquer une espèce de football à 2 vitesses, complètement bizarre. Je suis désolé, c'est pas le foot que j'aime. Je l'accepte, mais il faudrait quand même qu'il s'améliore un petit peu parce que là, ce qu'on voit depuis 2 jours, c'est pas brillant. Amine. On a tout dit, je crois. Non, plus sérieusement. Non, mais moi, la question que je pose, et je pense, je vais la laisser pour la seconde partie du club, c'est quel intérêt à la FIFA de vouloir imposer cet arbitrage vidéo. On va en débattre dans la seconde partie du club. Restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. Il sera question également de ce bras de fer entre les stars du football et leur club. Le cas de Ronaldo avec le Real Madrid, le cas aussi de Verratti avec le Paris Saint-Germain. Tout de suite. Bienvenue dans cette seconde partie du club qu'on va entamer bien sûr par cet arbitrage vidéo et ma brillantissime question par laquelle on a terminé la première mi-temps. Je veux juste rappeler que l'arbitrage vidéo ne peut porter que sur 4 cas après un but marqué, après un penalty, un carton rouge direct et pour corriger une erreur, en tout cas sur un joueur sanctionné, si jamais ce n'est pas le bon joueur. Pratiquement sur les 3 cas, ça passe. Un penalty peut demander l'arbitrage vidéo pour juger un penalty, pour juger un carton rouge direct, pour juger une erreur sur l'identité d'un joueur. Franchement, ça passe. Parce que là, ce dont on a parlé pratiquement depuis le début de l'émission, et en ce qui concerne ce dossier, c'est que sur le but, sur les buts accordés. Moi, ma question, ma brillantissime question, quel intérêt à la FIFA d'imposer une réglementation pareille ou l'utilisation de la FIFA fera certainement valoir un intérêt de justice, mais pour reprendre une phrase superbement brillante de toi pendant la coupure, la vie n'est pas juste, pourquoi est-ce que le football le serait? Donc voilà. Je t'annonce, on est dans l'avant-dernière édition du club de la saison et je t'annonce que tu es recruté pour la saison prochaine si cette émission est maintenue. Mais ça se joue, voire peut-être augmenté. Ça se joue à si peu de choses. Ouais, voilà. Une phrase. Tu trouves que une phrase. Je finis. Donc, alors l'intérêt, les affaires récentes de la FIFA, ce qu'elles représentent à mes yeux en tout cas et aux yeux de beaucoup de gens qui aiment le foot, pour moi, elle ne sera que financier. Je n'y vois qu'un intérêt financier. Alors certes, on y verra certainement un intérêt de justice, effectivement, mais encore une fois, je le répète, quand tu me parles de péno, pas péno, moi c'est pareil. Moi, quand mon équipe, quand le Maghreb lève, ou quand le Wydad joue par exemple, et qu'il y a un péno sifflé, je me lève, je saute. Tu ne peux pas venir 30 secondes pour me dire Rassis-toi, Allah yakhallik, il n'y a plus péno. Oui, mais on n'est pas dans la question. La question, c'est pourquoi la FIFA fait ça. Non. Après, je voulais revenir sur les 4 cas où, effectivement, la vidéo peut intervenir. Moi, je pense très sérieusement, Jalel, que chaque fois que nous aurons une émotion spontanée et que cette vidéo-là est susceptible de la casser, pour moi, elle ne doit pas avoir lieu. Il y a une façon de répondre qui est de regarder un petit peu ce qui s'est passé en arrière sur l'introduction des fameux arbitres de surface. Moi, cette expérience, elle m'a laissé perplexe. Parce que si vous vous rappelez, je vais la faire courte, on a commencé en disant le football se joue sur une grande aire de jeu par rapport au basket, par exemple, qui est beaucoup plus petit, où il y a 2 arbitres. On pourrait avoir des arbitres dans la surface. Et ces arbitres étaient à la base faits pour pouvoir intervenir dans la surface et rôder un petit peu dans des corners, etc. La peur du gendarme étant ce qu'elle est, on devrait avoir moins de tirage de moyens, moins de fautes, ne serait-ce que parce que personne ne serait à l'abri d'un regard d'arbitre. Voilà. Après, on a demandé à ces arbitres d'aller derrière la ligne de but. Voilà. Ensuite, on leur a demandé d'aller derrière un seul côté de la ligne de but. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'arbitre de surface à arbitre de côté du but. Voilà. D'un côté. D'un côté du but. Et ils sont devenus des arbitres complètement, j'ai envie de dire, inutiles. Voilà. Et c'est la FIFA c'est la FIFA qui a réduit à portion congrue leur intervention. Et je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Sincèrement, je ne le sais pas pourquoi elle a refusé de muscler l'humain au profit du technologique. Je ne sais pas pourquoi il y avait quasiment une sorte d'unanimité autour du fait que gardons l'aspect humain, mais multiplions les regards, ayons 3 arbitres par exemple. Pourquoi pas? Le basket en a 2, c'est très petit, ça ne dérange pas le jeu. Et ils ont enlevé ça. Alors après, pour te répondre, ça doit être une affaire de gros sous.
Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je ne comprends pas, mais je ne suis pas convaincu que la FIFA soit l'organisme qui fasse le plus de bien au football. Voilà. Non, mais ça, il y a tellement d'enjeux financiers que je ne suis pas convaincu aujourd'hui qu'il n'y ait pas une guerre entre les passionnés et les vendeurs de foot. Pourtant, le slogan de la FIFA, c'est FIFA for the good of the game, voilà. Pour le bien du jeu. Et surtout, moi aussi, ce qui me dérange, et Reda l'évoquait tout à l'heure, c'est un petit peu l'universalité de ce sport. Ce sport se pratique aujourd'hui de la même manière au Turkménistan qu'à l'Alliance Arena. Maintenant, avec l'arbitrage vidéo, exactement. Non, mais en tout cas, c'est les mêmes règles. Parlons encore gros sous et football avec l'affaire Cristiano Ronaldo. Partira pas. La bouderie de Cristiano Ronaldo qui menacerait, en tout cas, de quitter l'Espagne en représailles aux accusations d'évasion fiscale pourrait coûter cher au Real Madrid. Sportivement, en cas de départ, et financièrement, si CR7 entend tout simplement faire monter un petit peu les enchères pour assurer ses arrières. Son départ du Real, donné pour acquis vendredi par Abola, le quotidien sportif portugais de référence, a déchaîné toutes les spéculations médiatiques sur les clubs qui voudraient et pourraient racheter le champion portugais, le sportif le mieux payé du monde, selon la revue américaine Forbes. Au Manchester United, qu'il avait quitté en 2009 pour le Real, et au Paris Saint-Germain, financé par le Qatar, la Gazzetta dello Sport a ajouté le Bayern de Munich, qui a aussitôt démenti alors que le tabloïd anglais The Sun prêtait des visées à Chelsea. Pourtant, ni l'attaquant vedette du Real, ni le club madrilène n'ont confirmé que Ronaldo est décidé ou même vraiment menacé de partir. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, tout juste reconduit, a défendu avec ferveur lundi Cristiano Ronaldo, assurant qu'il comprenait sa douleur après la plainte pour fraude fiscale qui le vise et surtout qu'il n'envisageait pas son départ en dépit des rumeurs. Personne ne nous a adressé d'offres, ni pour Cristiano Ronaldo, ni pour personne, a déclaré Florentino Pérez. Selon la justice espagnole, Ronaldo pourrait avoir évité de payer quelques 14,5 millions d'euros au fisc, des sommes dues au titre de ses droits à l'image. Si un juge décidait d'entamer des poursuites contre le quadruple Ballon d'Or, il risquerait une amende d'au moins 28 millions d'euros. Parfois, la meilleure réponse est de se taire, a simplement répondu Ronaldo sur son compte Instagram. Ronaldo s'était plaint dernièrement qu'on le traitait comme un délinquant. Voilà, il est traité comme un délinquant des fois, Cristiano Ronaldo. Grosse affaire et c'est quand même été une grosse surprise, cette annonce d'Abola. C'est le quotidien sportif portugais. C'est pas une annonce. Bien informé. C'est pas une annonce officielle. C'est Mendes qui a fait fuiter l'information dans un journal portugais, évidemment, pour mettre la pression sur le Real. Parce que moi, je me permets de citer mon idole Fred Hermel en ce qui concerne le Real Madrid. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas être informé. En l'occurrence, je l'ai entendu sur un autre canal, expliquer que le problème de Ronaldo, c'était pas tant de renégocier un contrat, parce qu'après la saison, voilà. Non, c'est pas tellement ça. C'est qu'en fait, Ronaldo, il a un problème. Messi a été, considère-t-il, beaucoup plus supporté par le Barça lors d'une affaire similaire que Ronaldo. Donc il est un peu jaloux. Il se dit, regardez, le Barça a vraiment supporté jusqu'à la limite de l'indécence, nous dit Fred Hermel, son joueur en faute, c'est une faute, il n'y a pas de débat là-dessus, vu qu'il a été condamné en l'occurrence. Ronaldo n'est pas encore arrivé là, mais le Real est beaucoup plus neutre et, selon Fred Hermel, classe dans sa gestion, plus aujourd'hui, dans son rapport à la loi espagnole. Hier, Florentino Pérez a été réélu et c'est le dossier le plus chaud d'ailleurs, et il l'a d'ailleurs évoqué dans son discours d'investiture. Et il dit, il soutient Ronaldo, il affirme que Ronaldo est innocent et qu'il va tout faire pour régler cette affaire. Suite à ce coup de pression. Donc on est plus là-dedans, on est plus dans une blessure d'ego. Fred Hermel, sincèrement, il m'a surpris. J'aurais bien voulu qu'on l'entende aujourd'hui parce que sur ce dossier-là, il m'a appris beaucoup de choses. En l'occurrence, que Ronaldo, le joueur, était adulé à Santiago Bernabéu, toute la ville de Madrid, mais l'homme était toujours un peu critiqué. Voilà. Il n'était pas adulé en tant que qu'humain. Reda, lui-même, cette déclaration, dernièrement, il y a 2 mois, je ne veux plus être sifflé au Bernabéu. Voilà. Le gars
la star, le quadruple ballon d'or, on peut même dire aujourd'hui le quintuple ballon d'or, est sifflé par son propre public. Et il sent qu'il est un peu mal aimé. Il y a une blessure à l'ego. On peut la prendre de deux façons. D'ailleurs, c'est normal. D'ailleurs, moi je pense que tout ça participe d'une grosse mascarade. Certainement. Non, mais très sérieusement, certainement. Alors, mais pour vous, tout est mascarade. L'arbitrage vidéo, c'est mascarade. Ronaldo, c'est mascarade dans le sens où, moi quand on entend Pérez, effectivement, personne ne s'est encore déclaré là-dessus. Pour l'instant, ce sont que des oui-dire et des racontars de journaux. Alors, je peux comprendre quand Fred Hervé. Il y a une information judiciaire qui est ouverte quand même. Non, je ne parle pas de l'information judiciaire. Je parle du départ de Ronaldo et de l'envie d'ailleurs de Ronaldo qui ne sentirait pas. Voilà, moi je parle de ça, effectivement. Maintenant, Ronaldo. Il idéalise son passage à United. Voilà, j'y arrivais. Aujourd'hui, bizarrement, le club où on l'annonce le plus, c'est le club qu'il a le plus aimé, entre guillemets, qui est United. Alors que ce n'est pas forcément celui qui mettra plus d'argent. Parce qu'on l'a annoncé. On a lu beaucoup. Déjà, United, il y a un certain José Mourinho qui passe pas pour être. Non, mais qui va pas pour être le meilleur ami de Ronaldo, qui lui ont même cité. Non, mais ne serait-ce que dans le rapport entre les deux, exécrable. Aujourd'hui, c'est pas eux qui peuvent mettre plus d'argent, parce qu'on parle de Paris. Apparemment, le Khalifa, effectivement, est en contact pour essayer de le récupérer. On a parlé du Milan AC. On a parlé de tous, mais finalement, là où on en parle le plus, c'est United qui est paradoxalement le club où il s'est senti le plus aimé. Donc moi, je pense que ce n'est que ça, effectivement. C'est cette démonstration un peu de fatigue de la part de Ronaldo. On l'a suivi pendant un ou la effectivement, il ne se sentait pas soutenu, pas par le président, mais par les sociaux et le public. Et voilà, cette envie, effectivement, de se sentir davantage aimé. Manchester United, mais bon, je pense qu'on peut postuler que s'il trouve un accord financier et que si les clubs mettent la main à la poche, Ronaldo fera une superbe saison au Real Madrid, l'AMG. Non, c'est sûr, surtout après l'année qu'il a passée. Par contre, Ronaldo, ce qui est très intéressant dans la personnalité de ce joueur, pourquoi il est fascinant, parce qu'on peut le prendre de deux façons différentes. On a l'impression d'avoir un bloc de granit de confiance en soi, d'une construction. Ouais. C'est un joueur qui s'est construit. C'est pas du granit, cher ami. C'est du graphène. Graphène, voilà, c'est le matériau le plus dur selon Wikipédia. Et ce bonhomme-là s'est construit. Physiquement, Wikipédia. Non mais c'est vrai, ce bonhomme-là s'est construit. Il s'est construit, contrairement à d'autres joueurs dans l'histoire du foot qui ont été plus doués, mais qui sont allés moins loin avec leur force de travail. On a l'impression que c'est un monument de confiance en soi, que c'est quelqu'un qui ne doute de rien. Il dégage une espèce de, presque une arrogance. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a des choses très banales qui le rendent fou. Voilà. Ouais. On a l'impression parfois qu'on a affaire à un enfant qui ne supporte pas la moindre contrariété. On peut l'abreuver de ballons d'or, de Ligue des Champions, de Liga, de Pichichi, de tout ce que vous voulez, d'euros. Eh bien, il y aura toujours quelque chose en plus. Il a besoin d'amour. Il a besoin d'amour. Et en tout cas, d'amour de ses supporters. Parce que s'il se fait insulter aux quatre coins d'Espagne et de Navarre, et que même chez lui, il se fait insulter. Et d'ailleurs, il y a une saison et demie ou il y a 2 saisons, sa fameuse déclaration « triste ». Je suis triste. Et le gars, il est multimillionnaire, il joue dans l'un des meilleurs clubs au monde, et il sent qu'il n'est pas aimé. C'est bien de faire de la psychologie de comptoir, mais qu'est-ce qu'il finalement ne peut pas acheter? Il n'y a que ça qu'il ne peut pas acheter. Il est abreuvé d'argent, il est abreuvé de ballon d'or, il est abreuvé de tout ce que tu veux, mais... Merci. Alors, on peut tout acheter dans la vie, sauf l'amour. Sauf l'amour. Je suis un éternel romantique, mon ami. Je suis un éternel romantique. Éternel romantique. Voilà. Bon. Il fallait que je la sorte, ça. J'ai préparé depuis 1 jour et demi. À côté de Ronaldo, il y a une autre histoire aussi d'un joueur qui met la pression sur ses dirigeants. Lui, en tout cas, c'est sûr, il l'annonce. Il l'annonce. C'est pas lui dire. C'est pas Bola. C'est lui. Je veux aller au Barça. Punto. Et c'est Verratti qui parle, et Verratti qui s'adresse, bien sûr, qui est parti voir les dirigeants du Paris Saint-Germain. Parce qu'il a ébissé ça pour l'instant. Voilà, qui va rencontrer aussi le directeur technique, sauf qu'il y a un problème. Le PSG, il construit tout son projet autour de Verratti. Et autre problème, et celui pour Verratti, c'est que le PSG... n'a pas de problème d'argent, il peut se permettre de mettre notre ami Verratti au frigo et de l'empêcher. Est-ce qu'on peut forcer un club comme le Paris Saint-Germain à laisser partir son joyau? On peut déjà rappeler un joueur qui veut plus rester. Ça dépend, c'est déjà arrivé. On peut déjà rappeler une réalité. Pardon? Ça arrive tout le temps. C'est pas si fréquent. Les bras de fer en général sont plutôt gagnés par les joueurs. Il y a des clubs allemands en général qui sont très forts en termes d'institutions, je pense en particulier au Bayern, qui ont calmé Ribéry pas mal de fois, etc. Mais il faut rappeler un point. On a l'habitude de dire que les clubs sont des entreprises et que le football est une économie, une entreprise comme une autre. Mais il y a une particularité quand même, c'est que les joueurs ne sont pas seulement des salariés, ce sont les salariés et le capital de l'entreprise. C'est-à-dire que quand tu punis un salarié, tu te prives toi-même de ton capital. C'est-à-dire que tu ne pourras pas le vendre. D'ailleurs, on voit sans arrêt des joueurs un peu
mis sur le banc de touche, sortir avant les mercatos pour les exhiber. Voilà. Tu as du mal, c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce que tu es moins performant sur le terrain. Économiquement, tu perds de la valeur. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est ça le problème pour le Paris Saint-Germain parce qu'il peut rentrer dans ce bras de fer. Mais s'il le met au frigo, c'est que la valeur aujourd'hui, la valeur de Verratti, on parle même de 80 à 100 millions de dollars. Eh bien, d'euros, si tu le gardes pendant 6 mois, eh bien, cette valeur. Il n'en touche pas une. Voilà, exactement. Mais Verratti, excusez-moi, pour moi, c'est vraiment un passage clé pour le PSG. Oui. Est-ce qu'il va réussir à l'institution, le club, à se poser comme des Bayern, des Real, etc., et gagner? Parce que ces clubs-là, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Globalement, ils ne se laissent pas tordre le bras par des joueurs un peu capricieux. Voilà. Je parle de 4-5 joueurs, pas plus, 4-5 clubs. Est-ce qu'il va arriver à sortir vainqueur de ce bras de fer? Ou alors il va se laisser un peu manipuler par un joueur qui n'a pas prouvé tant que ça, finalement. Oui, mais le problème, il y a un autre problème, je te donne la parole. Un autre problème, c'est en termes d'image. Parce que le PSG, ce qu'il est en train de vendre, c'est le grand club européen qui monte, qui vise la Ligue des Champions. Mais si les joueurs commencent, certains à dire on se casse parce que finalement votre projet ne tient pas la route. D'après ce qu'on a pu lire et entendre un peu à droite à gauche, c'est très précisément la première crainte du PSG. C'est qu'aujourd'hui, le PSG, sa problématique, c'est quoi? C'est qu'il est en phase de construction, il a réussi à solidifier un groupe. Sauf qu'aujourd'hui, il est en train de miser sur. Le groupe est arrivé à maturité et qu'il fallait changer. Donc il est en train de miser sur des jeunes qui ont tous voulu à un certain moment partir. Rabiot, à travers sa mère. Marquinhos, qui a été aussi dragué par le Barça. Le petit Verratti. Zlatan. Non, Zlatan, il était parti. Cavani aussi, qui voulait partir et qu'on a promis une équipe compétitive. Donc apparemment, aujourd'hui, la problématique de Khleifi, c'est ça. C'est si je cède, alors que je n'ai pas forcément besoin d'argent, parce que tu peux céder quand tu es pris à la gorge au niveau financier. Le PSG, ce n'est pas le cas. Si je cède sur un Verratti, qu'est-ce qui me donnera les armes demain aujourd'hui, de pouvoir garder on passe rapidement sur ce sujet. Aujourd'hui, la situation est très compliquée parce que s'il cède, c'est un problème. S'il ne cède pas, et c'est-à-dire il risque d'avoir une valeur marchande qui va décliner. Juste par rapport à ce que dit Jalal, juste une phrase. Le problème aussi, c'est que nous sommes dans un marché, comme a dit Reda tout à l'heure, où on fait très clairement savoir à ces joueurs-là que ce sont des marchandises. Certes un capital, mais surtout des marchandises qui appartiennent et des employés qui appartiennent à des clubs. Donc aujourd'hui, comment est-ce que quelqu'un à qui tu dis tu n'es finalement qu'un employé, une marchandise, demain ne peut pas se rebeller. Sachant qu'on lui propose beaucoup plus ailleurs et qu'il peut ramener de l'argent. Non, il se rebelle, mais il a quand même signé des contrats, il faut arrêter ce Oui, c'est ça la problématique. La Juve, par exemple, la Juve n'est pas un club. Il a signé un contrat, mais le club peut casser le contrat quand il veut. Et le joueur non, le club ne peut pas casser le contrat quand il veut. Le club, quand il veut, oui, mais quand il veut se débarrasser des joueurs, il s'en débarrasse très bien. Demain, tu cherches un club. Mais il paye. Pour rester à Paris, oui, il paye. Ou alors tu transfères. Il paye le sigma de ce qu'il lui doit. C'est pas casser un contrat. Non, c'est pas casser un contrat. Regarde la Juve. La Juve n'est pas un club qui manque d'ambition, on est d'accord. La Juve a vendu Pogba, la Juve a vendu Tevez, la Juve a vendu Vidal, enfin des gros joueurs. La Juve s'est toujours renforcée. C'est une question de positionnement. La Juve a vendu hier Dani Alves, qui était l'un des meilleurs joueurs du club en Ligue des Champions. Zidane dans notre époque. Oui, la Juve elle a un capital aujourd'hui naturel que n'a pas le PSG. Non. Si aujourd'hui la Juve peut vendre Dani Alves, elle peut récupérer 4 Dani Alves. Mais le PSG vend Verratti, pas dire qu'il trouvera un remplaçant Verratti. Rapidement, Reda. Non, juste en un mot, on parlait de ce foot moderne aujourd'hui qui est vraiment hyper centralisé autour de la Ligue des Champions et de quelques clubs qui estiment pouvoir la gagner. C'est quand même un petit peu dommage, je trouve, qu'on se soit aujourd'hui dans un football vraiment polarisé autour de 2-3 clubs. C'est un petit peu triste. Je suis désolé que ces joueurs n'aient pas envie plus de s'inscrire dans l'histoire d'un club et de raconter une histoire par rapport à un public. L'accumulation des titres n'est pas tout. Nous, supporters, on le sait. Peut-être que les jeunes joueurs ne le savent pas encore. En tout cas, refermons ce dossier argent et soyons romantiques. Et soyons romantiques. Soyons tu verras, aussi. Tu vivras plus heureux. Exactement. Soyons romantiques et soyons solidaires. Et c'est mon petit coup de cœur, moi, aujourd'hui. Il est pour cet événement organisé par l'ancien international marocain Abdeslam Ouaddou, un match de gala le 6 juillet prochain à l'Arrache, l'Araïch. Je ne vous en dis pas plus. Je laisse le principal intéressé vous le présenter. Chers amis, salam alaikum. Tout d'abord, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous présenter tous mes vœux de bonheur en cette fin de mois de Ramadan. Le 6 juillet, nous organisons en collaboration avec l'association Wifaq et l'association Amrouk des Marocains résidant en Grande-Bretagne un match caritatif. Celui-ci sera organisé en l'honneur des enfants en difficulté neuromotrice. Les fonds récoltés durant cet événement seront bien sûr reversés à l'association Wifaq qui fait un travail extraordinaire pour rendre un quotidien agréable à tous ces enfants et leurs parents. Cette affiche opposera les All-Stars marocaines composées en majeure partie des ex-gloires des Lions de l'Atlas
à notre homologue des All-Stars brésiliennes, composée aussi d'anciens internationaux. Si vous êtes dans les environs, nous vous donnons donc rendez-vous le 6 juillet en espérant que vous serez nombreux pour cette fête du football avant tout, en l'honneur de nos magnifiques enfants de Wifaq. Je vous attends donc le 6 juillet dans la magnifique ville de La Rech. À très vite. Voilà, donc en tout cas moi j'y serai. Tu m'accompagnes Reda, tu seras dans le Nord. Le 6 juillet, ouais, je peux venir parce que j'adore ce bonhomme et ça fait partie des joueurs que j'étais très content de côtoyer parce qu'il a vraiment humainement une grande valeur. Juste pour continuer, paradoxalement, enfin fortuitement, je viens de lire une interview de lui qui est parue hier ou avant-hier. Sur ce foot. Effectivement, et ça confirme ce qu'on dit. C'est un homme effectivement de très probe, beaucoup de valeur. Il s'y tient parce que je viens d'apprendre par exemple que pendant la CAN, il a proposé un bon petit pont d'or pour être consultant, Bein Sport, et qu'il a refusé parce qu'effectivement il avait des soucis avec la fédération qatari de football. Le 6 juillet donc prochain, on va tous être de la fête. Il y aura plein de stars de gloire. Bah oui, on va jouer, bien sûr. Venez rigoler. Si on se déplace, pour jouer. Venez voir toute cette théorie appliquée sur un terrain en short. En tout cas, moi j'ai eu plusieurs fois l'occasion de jouer avec les anciens lions de l'Atlas, demander à Naïbet, demander à Walid. Sans rien exiger. Par contre, certains font de la théorie en revendiquant un statut de gardien presque international. Oui, j'ai même joué. Je remercie Driss Bal, le réalisateur de cette émission. J'ai joué un match contre Cannavaro qui était Ballon d'Or et on a joué à Dubaï avec Naïb. Non, je n'ai pas arrêté de pénalty, mais je me suis dit celui-là, comme je suis grand gardien de but, celui-là il marque pas, il n'a pas marqué notre âme. Bon, j'avais Walid Regragui, j'avais également Naïbet en défense. Je vais parler aussi d'un autre défenseur et un dernier rendez-vous avant de se quitter. Un rendez-vous avec Mehdi Ben Atiya. Ben Atiya, l'international marocain, qui sera dans le club. Ça sera mardi prochain dans un entretien exclusif accordé à Fouad El-Hennaoui à Turin. Extrait. Au Maroc, on aime bien aussi inventer les choses. Donc moi, j'ai lu pas mal de choses comme quoi la Juve m'a forcé à arrêter, comme quoi plein de choses qui sont complètement fausses. Non, je tenais justement à signaler que jamais personne m'a dit ce que je devais faire dans ma carrière, donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Mais voilà, moi honnêtement, je pense surtout aux supporters qui sont déçus de ne plus me voir. C'est à eux que je pense. Comme j'ai dit, c'est vraiment momentanément. Donc j'espère que je vais vite retrouver pas mal de temps de jeu pour pouvoir répondre de nouveau au Lion de l'Atlas. Il n'y a rien qui est définitif. Et comme j'ai dit, si la sélection a besoin, je répondrai présent. Mais pour l'instant, c'est important de jouer plus, c'est important de retrouver la grande forme. Et puis voilà, après, de toute façon, j'ai envie de dire que ça fait presque 10 ans que j'étais en sélection. On m'a souvent critiqué, même pour pas grand-chose. On a vu avant la Coupe d'Afrique, toute la semaine qui a précédé le premier match, il n'y a eu que des articles qui étaient complètement faux en disant que j'étais arrivé en retard au rassemblement, en disant qu'il n'y avait pas une bonne ambiance, en disant plein de choses. Tous les coéquipiers, tous les coachs que j'ai eus ont toujours dit le contraire, mais malheureusement, il y a certaines presses qui sont contents d'écrire ce genre de choses. Donc peut-être qu'eux, ils sont contents. Au moins, ça en aura fait des gens heureux, c'est bien. Voilà, extrait du spécial Mehdi Ben Atiya, mardi prochain dans le club. Une petite réaction, Reda ? Ouais, non, j'ai un petit peu de mal avec ce ton revanchard. Si on m'a critiqué, ils seront contents, les adversaires, les machins. Je ne sais pas si le malentendu est profond et je ne suis pas sûr qu'on fasse des efforts des deux côtés pour arriver à une meilleure compréhension de l'autre. Moi, au contraire, moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'on les entend tellement peu, ils s'expliquent tellement peu, on comprend tellement peu de choses que c'est très bien d'avoir un capitaine quand même qui vienne éclaircir certaines choses, même si ce sera plus, enfin, ça reste le capitaine du Landatas. Bah non, quand il joue pas, non. Oui, il y a des limites quand même. De fait. Les amis, on en débattra la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Reda, merci Amine, merci à toute l'équipe, Driss Bal, le réalisateur du club. C'est la fin de cette édition du club. Ouachar Moubarika et on se retrouve bien entendu mardi prochain.